Nous venons d'effectuer un test sur une rénovation performante. L'essentiel, c'est que le test a mis en évidence qu'on arrivait quand même à avoir une étanchéité très très correcte, avec un projet qui était particulièrement difficile de ce point de vue à traiter. L'importance de faire le test intermédiaire comme on vient de faire aujourd'hui a été vraiment mise en avant parce qu'on a pu voir des fuites qui sinon seraient passées totalement inaperçues. Et là, on va pouvoir les corriger et avoir une étanchéité meilleure. Donc si on parle avec l'indicateur français qui est le Q4, sur le premier test qui était réalisé en dépression, on a un résultat de 0,38. Et le deuxième test qu'on a fait en surpression, on a un résultat de 0,36. Donc on a légèrement progressé. Il faut dire qu'entre les deux tests, on a fait une correction de fuite. De toute façon, il était prévu de faire un test en surpression et en dépression. Donc je vais refaire un deuxième test. Mais autant faire la recherche de fuite. En ce qui concerne l'indicateur européen qui est le N50, là on a donc 1,66 et en second test 1,42. Donc c'est des chiffres qui sont quand même, pour de la rénovation, très bons. On fait des paliers de pression, donc 10, 15, 20 jusqu'à 55. Donc là on va être au deuxième. Et dès le deuxième palier, on a quand même une idée du résultat. En ce qui concerne la phase de réalisation, la difficulté est de mettre en œuvre tous les détails qu'on a conçus en 3D. Ce qui est compliqué dans l'exécution de ces détails, c'est la coordination des différentes entreprises, des différents lots. Si on voulait pouvoir les faire tous parfaitement, il faudrait pratiquement que tous les artisans soient tout le temps sur le chantier, ce qui est complètement impossible. Donc il y a des fois des arbitrages à faire sur l'organisation et l'enchaînement des différentes tâches qui peuvent parfois se faire au détriment de l'étanchéité à l'air. On a par exemple ici le cas d'une étanchéité à l'air qui s'est fait par après la pose de solives et de plancher, parce qu'on ne pouvait pas intervenir autrement, on en avait besoin pour réaliser le plafond notamment, la toiture. Donc ça, c'est des difficultés qu'il faut prendre en compte. Globalement, on est sur des chantiers qui sont beaucoup plus longs par rapport à une rénovation conventionnelle avec une simple isolation sans étanchéité à l'air. Ça veut dire aussi des temps d'intervention plus longs pour chacune des entreprises. Et ça veut dire aussi beaucoup de temps de coordination et de réunion de chantier qu'il faut bien avoir en tête avant de démarrer. Le principe constructif ici, c'était de recréer une boîte dans la boîte avec un système d'ossature bois et de ouate de cellulose insufflée derrière la membrane. Ce qui a été difficile à gérer ici, c'était vraiment les liaisons entre cette nouvelle boîte et le bâtiment ancien, notamment au niveau des menuiseries ou des murs de refend, des solivages, des planchers ou de l'escalier. Et même si nous pensions avoir anticipé énormément de problèmes à venir au niveau de l'étanchéité, on a pu se rendre compte que ce n'était pas toujours suffisant ou que les systèmes élaborés ne fonctionnaient pas au final. Sur ce chantier, on était en charge de la plomberie, du chauffage et de la ventilation. Ce que ça a impliqué pour nous sur les performances et les objectifs à atteindre. Ça a été une légère modification des habitudes de travail avec la pose de matériaux qui sont adaptés pour pouvoir gérer l'étanchéité à l'air au niveau des passages de tuyaux ou de conduits. Et ça suppose d'être très bien coordonné avec les autres entreprises et c'est assez gratifiant de voir qu'en passant un peu plus de temps et en anticipant bien le chantier, on arrive à avoir des baisses de consommation à l'avenir. Autre spécificité sur la réhabilitation, c'est l'approche du budget, puisque forcément on va comparer un budget de réhabilitation performante par rapport à une rénovation conventionnelle. Donc on arrive à rester à peu près dans les mêmes prix en utilisant les aides, notamment de Rénofuté, mais aussi de crédits d'impôt, etc., qui nous permettent de ne pas trop s'éloigner au niveau du budget. Concernant le budget également, l'approche est de minimiser au maximum le lot du chauffage.
C'est-à-dire qu'on n'a pas de chauffage central au sens classique du terme, il n'y a pas de chaudière avec des radiateurs et des réseaux, etc. On est simplement sur un petit poêle à granulés qu'on va dimensionner le plus petit possible, puisque de toute façon il sera surdimensionné. Et cette économie sur ce lot nous permet aussi d'investir plus sur l'isolation, la qualité des menuiseries et les systèmes de ventilation double flux. C'est pas une fuite diabolique, hein, parce que tu vois, comme ça, tu la mets, elle n'est pas mise en évidence, hein, mais à l'anémomètre, elle sort, quoi. Ah si, elle se sent. Ouais. Donc, où sont les soucis sur cette réalisation? Grosso modo, il y a certaines fuites qui sont, comment dirais-je, qui pouvaient être anticipées et qui étaient connues à l'avance parce que c'était des points singuliers qui étaient quasiment insolubles sur de la rénovation, notamment des poutres traversantes, des liaisons compliquées avec la cage d'escalier, des choses comme ça. Où ça, tous les acteurs du chantier ont fait leur possible pour minimiser les fuites, mais techniquement, il n'y avait pas de solution vraiment pertinente. À côté de ça, il y avait eu une réflexion, donc les bons produits avaient été mis en œuvre, et néanmoins, ça fuit, donc ça interroge. Et donc, je pense qu'à l'issue du test, il faut que les uns et les autres mènent une réflexion pour dire, voilà, là, on a voulu faire bien et on n'a pas réussi. Donc il faut qu'on trouve un autre procédé pour la prochaine fois. Et là, sur ce chantier en particulier, c'est au niveau de la liaison dormant des menuiseries membranes dans les angles supérieurs. Le système mis en place s'est avéré, ça fuit sur quasiment toutes les menuiseries. Donc c'est pas un oubli ou une imperfection due à la mise en œuvre, c'est qu'il y a le procédé est pas pertinent. Mais là, j'ai l'impression quand même qu'il y a une fuite encore qui serait due à la liaison entre la menuiserie et la membrane. Ma difficulté, c'est de faire un peu la part des choses, des trucs, des fuites vraiment qui sont significatives et sur lesquelles ça vaut le coup de se crever la tête pour trouver la solution. Des fuites qui sont comme ça, ça ou rien, c'est pareil, quoi. Et moi, je suis content de participer à ce type de chantier parce qu'on voit que à la fois donc tous les acteurs, quoi, le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre, les différents artisans, enfin tous les acteurs du chantier ont vraiment donné le maximum pour arriver à faire quelque chose de bien. Et ça a permis de diminuer considérablement les points singuliers qu'on peut avoir sur un chantier classique, et notamment tout ce qui est traversée de parois. Donc déjà toute l'électricité, ou quasi toute l'électricité, elle est à l'intérieur. Et puis au niveau des traversées de parois qui subsistent, la collaboration entre le maître d'œuvre et les artisans a permis de dimensionner correctement pour qu'il y ait dans la majeure partie des cas un espace suffisant pour qu'on puisse un trou avec de l'espace autour duquel on peut mettre un dispositif d'étanchéité où on sait faire quelque chose, et ça a été bien fait ici. Mais ça, c'est quand même quelque chose de remarquable parce que dans d'autres circonstances, ces choses ne sont pas prévues, et donc les artisans ne peuvent pas faire une étanchéité correcte parce qu'il n'y a pas la place de la faire, quoi. Alors que là, ça, c'est quelque chose qui est vraiment qui a été anticipé sur ce chantier.